C'est un immense plaisir de vous retrouver, hein, comme d'habitude, hein, pour échanger sur un sujet qui est absolument important en philosophie. Parce que si vous faites de la philosophie et que vous abordez la notion de conscience, eh bien, vous avez fait toute la philosophie, en fait. Eh bien, de quoi est-il question aujourd'hui? En espérant que je me rappelle toujours du sujet. L'homme est-il vraiment une pensée consciente comme l'affirme Descartes? Eh bien, la mécanique est toujours la même, je ne vais pas la changer, de façon à ce que vous soyez habitués à ma démarche, qui est, je pense, une démarche à proprement parler philosophique. Nous avons affaire ici à une question. Et il est important de rappeler toujours que lorsqu'il y a une question soulève toujours un problème. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toujours une relation étroite entre une question et un problème. Toutes les fois qu'il y a question, il y a problème. Et toutes les fois qu'il y a problème, il y a nécessairement question. Donc ce que nous appréhendons par nos sens, la vue, on peut aussi le lire, l'écoute, etc., c'est tout simplement ce qui peut être devant nous, posé, à savoir la question en elle-même. Et la question, je vais vous la rappeler avant, la décortiquer pour pouvoir l'élucider. L'homme est-il vraiment une pensée consciente, comme l'affirme Descartes? De quoi est-il donc question ici? Il est question de l'homme. Mais précisément sur quoi? Bien sûr, sa définition. D'où la formule est-il? Parce que lorsqu'on pose la question, qu'est-ce que? Il s'agit de définir une chose. En l'occurrence ici, il s'agit de définir l'homme. Faisons donc simple. Lorsqu'on a la question devant nous, on dira tout simplement que pour Descartes, l'homme, c'est la pensée. Point. Vous pouvez déjà remarquer ici, contrairement à ce que l'on pense ordinairement, que dans la question telle qu'elle est formulée ici, et bien évidemment le présupposé qui est dans cette question, eh bien, l'homme, du point de vue de Descartes, n'a pas de pensée. C'est pas ce que ça veut dire. Il ne s'agit pas ici du verbe avoir. Il s'agit du verbe être qui renvoie à un état, à ce qu'est une chose. Or, lorsqu'on parle précisément d'état, il faut comprendre qu'en réalité, en principe, nous sommes sur le plan du principe ou sur le plan de la définition, un état est toujours permanent. En fait, ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que lorsqu'on définit l'homme ici, il faut comprendre qu'on ne peut définir l'homme qu'à la condition de poser qu'il y a une essence humaine. Qu'à la condition de poser qu'il y a une nature humaine. À partir de là, je peux reformuler la question. Qu'est-ce que l'homme chez Descartes? Répondre à cette question, du point de vue de Descartes, revient tout simplement à dire que l'essence de l'homme, la nature de l'homme, c'est la pensée. Vous le comprenez donc par là, que pour Descartes, et contrairement à ce que l'on pense de façon ordinaire, nous, à savoir les êtres humains, nous ne sommes pas le corps. Autrement dit, d'après Descartes, si nous sommes pensés, ça veut dire que c'est la pensée qui constitue notre essence, notre nature, et c'est cette pensée qui nous définit. Et en tant que la pensée nous définit, eh bien la pensée possède un corps. C'est la première chose à retenir ici. Après, nous allons rentrer en profondeur. Je vais me résumer. Je vais ramasser en disant ceci, que dans cette question, il s'agit exclusivement de la définition de l'homme. Autrement dit, Descartes répond à la question de savoir qu'est-ce que l'homme. Revenons donc à la notion d'essence. Comme je l'ai dit, nous le savons déjà, que chez Descartes, ce qui nous définit véritablement, c'est la pensée. Autrement dit, c'est notre nature, c'est notre essence. Mais c'est quoi une nature? C'est quoi une essence? Une essence ou une nature, c'est pareil. C'est ce qui constitue une chose, de façon qu'on puisse la définir. Autrement dit, quelle est la condition pour pouvoir définir une chose? La condition pour pouvoir définir une chose, c'est que la chose doit
avoir un ensemble d'attributs, un ensemble de caractéristiques qui sont invariables. Parce que lorsqu'on définit une chose, cela suppose préalablement que cette chose ne change pas par définition, parce qu'on ne peut pas définir en principe ce qui change. Parce que définir une chose, c'est saisir, c'est immobiliser cette chose telle qu'elle est. Autrement dit ici, on va faire la part des choses, pour simplifier les choses. En l'homme, il y a une partie qui le définit, c'est son essence, en l'occurrence la pensée. En l'homme, il y a tout aussi une partie qui rentre dans sa composition, mais qui ne rentre pas dans sa définition. Eh bien, c'est tout simplement le corps. On peut alors faire simple ici, pour aborder une autre problématique rapidement. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, c'est quand nous avons le plus gros du problème. Ce qu'on peut entendre par là, c'est que dans la constitution de l'homme, il y a une partie permanente et une autre qui est tout simplement éphémère. Et du point de vue de Descartes, parce que ça va nous rattraper par la suite, du point de vue de Descartes, c'est cette chose qui n'est pas permanente, à savoir notre nature sensible, notre corps, en réalité, qui meurt. À partir de là, on peut comprendre ceci, que lorsque ce fameux moment arrive, en réalité, cette chose qu'on appelle le corps cesse de fonctionner. Je parle de fonctionnement. Vous pourriez me poser des questions là-dessus lors des échanges de questions-réponses, alors que, en fait, la pensée qui est permanente et qui définit l'homme continue de vivre. Mais quelle est la qualité même de cette pensée? En plus du fait que la pensée soit permanente, eh bien la qualité de la pensée. Et d'ailleurs, c'est ce qui va faire la différence entre l'homme et d'autres êtres, d'autres vivants. La qualité de la pensée, en plus de son caractère permanent, c'est tout simplement que la pensée, me m'échappe, la pensée est quelque chose de conscient. Ah, c'est un point extrêmement important. Autrement dit, en fait, derrière la question que je pose ici, enfin, derrière la question que j'ai formulée, qui rentre dans le cadre de la définition de l'homme chez Descartes, il n'y a que dès lors qu'on définit l'homme comme pensée, ça revient à dire en même temps que l'homme est conscience. Résumons rapidement. Qu'est-ce que l'homme chez Descartes? Eh bien, l'homme est pensée. D'après ce que je viens de dire, qu'est-ce que l'homme chez Descartes? Eh bien, l'homme est conscience. Autrement dit, pour Descartes, lorsqu'on associe pensée et conscience, on obtient ceci, à savoir que chez l'homme, chez Descartes, autant pour moi, l'homme est une pensée consciente. Première chose. Deuxième chose, en fait, il veut dire la même chose que la première. L'homme est une conscience pensante. C'est ça qui va revenir Descartes à dire ceci, ou bien à faire la part des choses dans sa définition de l'homme. À savoir que lorsque Descartes parle de l'homme, il fait bien un distinguo entre deux choses. À savoir que l'homme est une substance. Prenez le mot substance au sens d'essence. On a dit tout à l'heure qu'une essence, c'est ce qui ne change pas et qui définit une chose. Autrement dit, en fait, l'homme est une substance pensante. On peut aussi dire l'homme est une substance consciente, par opposition à ce qu'il appelle une substance étendue. Nous avons donc ici deux choses qui rentrent dans la composition de l'homme, à savoir, l'homme a cette partie que Descartes appelle sa véritable partie, en fait sa véritable nature, ce qu'il est fondamentalement par-delà les changements qui le constituent en tant qu'il a un corps. On dit, pour Descartes, l'homme est une substance pensante ou une substance consciente, par opposition à une substance
étendu qui est le corps. Autrement dit, chez Descartes, en réalité, il y a deux choses qui entrent dans notre composition. La première chose, qui est de l'ordre de la pensée et de la conscience, est de nature spirituelle. La deuxième chose, qui est de l'ordre d'étendue, est de nature matérielle. Faisons simple. Chez Descartes, l'homme est de nature spirituelle, et cette nature spirituelle est revêtue d'un corps. La nature spirituelle reste permanente, alors que le corps, un jour ou l'autre, va cesser de fonctionner, parce que le corps subit les lois de la nature physique, qui est régulée par le changement. Mais ce qui nous intéresse surtout dans cet énoncé, c'est de questionner cette définition de l'homme chez Descartes. Mais pour questionner ça, il est d'abord important de comprendre ce que ça implique de dire que l'homme est une pensée consciente ou bien que l'homme est une conscience pensante. Commençons par la première formule. L'homme est une pensée consciente. En fait, ici, la question qu'on peut se poser est de savoir, mais c'est une pensée consciente de quoi? Vous voyez, bon, c'est ce que je dis souvent aux élèves, c'est-à-dire que bon, on peut aller au centre de Brest avec une pancarte en disant, bon, l'écologie, les problèmes de la modernité, mais on ne peut pas comprendre ça si on ne comprend pas Descartes. Parce que tout va partir de Descartes. Revenons rapidement, c'était juste une petite parenthèse. Donc, la question est de savoir, lorsque Descartes dit que l'homme est une pensée consciente, mais en fait, cette pensée est consciente de quoi? La réponse de Descartes est double. Cette pensée est consciente d'abord d'elle-même et deuxièmement consciente du reste. Alors, ce que je veux montrer ici, c'est quoi? C'est que lorsque Descartes dit que la pensée est consciente d'elle-même, vous voyez, je fais le geste. Je ne fais pas comme ça. La pensée est consciente d'elle-même. Je ne fais pas comme ça. Je fais bien comme ça. La pensée est d'abord consciente d'elle-même. Alors, quand je fais comme ça veut dire que cette formule signifie de manière simple ma propre singularité, à la différence des autres, à la différence d'autres individus. On parlera alors en termes simples de ce qui fait mon moi. Quel moi? Le moi, c'est la pensée. Et cette pensée est comment? Cette pensée est consciente d'elle-même. Autrement dit, dès lors que vous vous saisissez d'abord comme vous-même, automatiquement, sans que vous n'ayez besoin de faire quelques réflexions que ce soit, automatiquement, le reste se génère. C'est ce qu'on appelle en philosophie la scission, la séparation, sujet, moi et l'objet. L'objet, ça peut être n'importe quoi. À partir du moment où ce n'est pas moi, c'est l'objet. Donc, vous comprenez par là que, dans la perspective de Descartes, je ne peux pas saisir quoi que ce soit d'autre, je ne peux pas saisir autre chose si je ne me saisis pas d'abord moi-même. En fait, tout, absolument tout, part de moi, en vertu du fait que j'ai cette qualité, cette faculté de me saisir moi-même dans ce que je suis, et ce saisissement de moi-même, je vais le prolonger vers l'extérieur. Et c'est à partir de là qu'on va aboutir à ce que Descartes appelle la conscience de soi. Lorsque j'avais assisté à l'exposé de mon collègue la dernière fois, quelqu'un avait posé la question de savoir, et les petits bébés, comment est-ce qu'on vous les définissait en fait? Répondons avec Descartes. Les petits bébés n'ont pas encore cette conscience de soi. Les petits
bébés ne peuvent pas être définis comme pensée, ou comme pensée consciente. Parce que précisément, cette pensée n'est pas encore consciente d'elle-même. Ça, c'est tout un chapitre. On peut élaborer ce chapitre une autre fois, hein, pour parler du processus de maturation psychique. Faisons simple, relativement à la question qui avait été posée la dernière fois. Dans cette logique, qu'est-ce qu'un petit bébé? C'est juste un petit animal. Il n'y a pas ici une charge morale dans ce que je dis. C'est au sens de la science qui nous dit ceci, que nous sommes des animaux. Mais ça veut dire quoi cette formule, nous sommes des animaux? Eh bien, ça veut tout simplement dire que nous sommes des êtres de la nature. Mais qu'est-ce qui fait de nous, en fait, des êtres de la nature? Ah, c'est ça. C'est notre corps. Mais pourquoi notre corps? Mais parce que notre corps obéit à l'ordre de la nature. Il naît, il vient au monde, il grandit, il subit la loi du changement, et bien évidemment, le moment fatidique arrive. Ce corps a aussi des besoins dits naturels. De la même façon que par le corps nous avons des besoins naturels, mais de la même façon, d'autres vivants ont des besoins naturels. Mais ce qui va faire la particularité ici, à la différence d'autres vivants, c'est que nous sommes pensés, et comme je vous l'ai dit, cette pensée est consciente, et d'abord consciente d'elle-même. Ce qui fait que nous sommes capables de dire « je ». Si je dis « je », il y aura tu, il y aura ce poteau, il y aura le reste. Bref, revenons rapidement sur, on ne sait même pas rapidement, je vais approfondir ce point-là. Puisque nous avons dit ceci, que chez Descartes, pensée et conscience veulent dire la même chose, mais qu'est-ce que ça implique au juste? Avant de vous dire ce que ça implique, je vais déjà prendre position dans pour dire ceci, que, et ça peut secouer, parce que bon, enfin, la modernité fonctionne sur la base de la philosophie de Descartes. Et c'est porter un lourd poids que de dire que c'est une erreur. Cette confusion que Descartes fait entre pensée et conscience. Bref, ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que cette confusion commise par Descartes est une erreur. Mais il faut comprendre pourquoi c'est une erreur. Parce que si on pose une confusion, une identification entre pensée et consciente, eh bien, ça veut dire, puisque les deux nous définissent, eh bien, cela veut dire que l'homme est toujours dans un état d'éveil, ce qui implique qu'il est toujours conscient, parce que c'est ça qui définit sa nature. Il est conscient de quoi? Il est conscient de tout ce qui est en lui, mais également de tout ce qui est autour de lui. C'est à ce moment qu'un philosophe qu'on appelle Leibniz va arriver pour dire bon, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Qu'est-ce qu'il raconte en disant ça? Comment on peut dire que pensée égale conscience? Parce que si on pose que la pensée égale conscience, ça veut dire que l'homme n'est caractérisé que par la clarté absolue qui implique l'éveil. Dans ce cas, comment est-ce qu'on peut expliquer celui qui est dans le sommeil, celui qui est tombé en syncope, celui qui est dans le coma? On peut même encore dramatiser. Comment on va expliquer la mort? Mais je vais d'abord mettre la mort de côté, hein, pour ne rester que sur les premiers exemples. Alors, si on dit que l'homme est toujours pensé, en fait, ce que Leibniz nous dit, c'est que dans cette définition de l'homme, chez Descartes, il n'y a pas de demi-mesure. Soit je suis l'homme, et en tant que tel, je suis absolument conscient, ou je suis l'homme, je ne suis pas conscient, vous le comprenez, je suis mort. Or, précisément d'après les exemples que je vous ai donnés tout à l'heure, à savoir que quand je suis endormi, quand je suis dans le coma, non mais je ne suis pas mort, je suis toujours vivant. En fait, ce que Leibniz pointe, ce que Leibniz récuse, ou bien réfute, rejette dans la définition de l'homme chez Descartes,
Eh c'est tout simplement que dans cette définition, Descartes ne laisse pas de place pour différents états de conscience ou différents degrés de conscience. Ce qui veut dire quoi? Du point de vue de Leibniz. Ça veut tout simplement dire que, d'après la lecture qu'il en fait, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, en tout cas, d'après la lecture qu'il en fait, eh bien, Leibniz dit ceci, que, en considérant que la pensée est toujours consciente d'elle-même et du reste, eh bien, cela veut dire que l'absence de pensée consciente équivaut à l'absence de pensée tout court. Donc, soit je suis vivant, et auquel cas je suis toujours éveillé, soit je suis mort. Il n'y a pas de degré ou bien d'état intermédiaire. Et d'ailleurs même, vous l'avez vu, d'après la première démonstration que j'ai faite, en disant que dans la composition de l'homme, il y a une partie permanente et une autre partie qui est appelée à mourir. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que chez Descartes, en réalité, lorsqu'on meurt, il y a une vie post-mortem. Or, d'après la lecture de Leibniz, en tout cas ce qu'il voit dans la pensée de Descartes, il y a que si on pose cette confusion entre la pensée et la conscience, eh bien, Descartes remet lui-même en cause la possibilité d'une existence post-mortem. À partir de là, la question se pose de savoir comment pouvoir expliquer ce genre de phénomène. Le fait que je sois étourdi, le fait que je sois dans le sommeil, le fait que je sois dans le coma, le fait que je sois même mort. Comment expliquer ça? Eh bien, Leibniz nous apporte rapidement une réponse. La réponse de Leibniz, c'est que, ah ben non, dans cette définition de l'homme chez Descartes, Descartes n'a pas vu ce que lui, Leibniz, appelle les petites perceptions ou perceptions inconscientes. Ça veut dire la même chose. Je vais revenir là-dessus. Je reprends. Comment Leibniz résout le problème? En tout cas, le problème qu'il a vu chez Descartes. Eh bien, Leibniz dit tout simplement ceci. Entre le degré zéro de la conscience et le degré le plus clair, ou le degré le plus absolument clair, il y a ce qu'on appelle les petites perceptions ou perceptions inconscientes. Je vais alors donner l'exemple, je donne souvent aux élèves, quand j'aborde ce point. Quand il me pose la question, sur cet aspect du cours, en disant, bon, chez Descartes, qu'est-ce qu'il pense de l'inconscient? Je leur explique ceci, que supposons que vous êtes ami avec Descartes, vous l'invitez chez vous. Il aime bien le petit cafard, vous le lui servez, il est content, vous parlez, etc. Il se dit, bon, voilà, il comporte effectivement notre amitié, et voilà que subitement, dans votre échange, vous prononcez le mot inconscient. Je dis aux élèves, si vous faites ça, Descartes, soit il va vomir, et vous allez vous poser la question, qu'est-ce qui ne va pas, vous êtes malade, etc. Ou au pire des cas, bah, il peut bondir sur vous et vous donner des coups. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas cette possibilité chez Descartes. La notion d'inconscient lui est totalement inconnue, pour des raisons que nous avons évoquées préalablement, à savoir que chez Descartes, pensée égale conscience, et conscience égale pensée. À partir de là, la question se pose de savoir, mais qu'est-ce que Leibniz entend par petite perception ou perception inconsciente? Faisons d'abord simple pour dire ceci, que lorsqu'on parle de conscience, non, pas de conscience, lorsqu'on parle de petite perception ou de perception inconsciente, eh bien cela ne s'applique que chez les êtres doués d'activité spirituelle. C'est la première chose. Et évidemment, en l'occurrence, l'homme. Et là, je me mets dans la position de Descartes, qui ne reconnaît pas la dimension pensante chez les animaux. D'ailleurs, à ce propos, il dit que les animaux, c'est tout simplement des machines. Pour parler en langage moderne, s'il parle de tomates agencées par Dieu. Bref, c'est juste des machines. S'ils sont des machines, c'est juste des automates. S'ils sont des automates, ils ne sont pas doués de pensée, ils ne sont pas doués de liberté, etc. Il n'y a que l'homme qui a toutes ces choses. Donc, du point de vue des Descartes, il n'y a que l'homme qui est doué d'activité spirituelle. Mais sauf que cette activité spirituelle s'inscrit toujours dans une optique d'éveil constant et d'éveil absolu. Ce qui veut dire, comme je vous l'ai dit, qu'il n'y a pas de demi-mesure. Donc,
Lorsqu'on parle des êtres doués d'activité spirituelle, ici, bien évidemment, vous le comprenez, il s'agit exclusivement de l'homme. Autant d'un côté, Descartes va dire, dès qu'on dit homme, cela dit pensée consciente, toujours consciente d'elle-même, absolument consciente, éveil. Autant de l'autre côté, l'Église va lui dire, non, 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 il ne doit pas avoir des choses comme ça. Non, non, c'est pas degré zéro ou degré infini. Non, au milieu, entre le degré zéro, moins l'infini, ou si vous voulez, ou le plus l'infini, mais il y a des étapes intermédiaires. À partir de là, mais qu'est-ce qu'une perception? Et ce point est absolument important. Parce que ce point peut contribuer à résoudre un certain nombre de problèmes auxquels nous sommes confrontés dans la vie. Qu'est-ce qu'une perception? Eh bien, une perception, c'est cette qualité que nous avons à pouvoir porter notre attention sur quelque chose dont nous n'avions pas conscience jusque-là. Je reprends. La perception, c'est cette qualité que nous avons à pouvoir porter ou bien orienter notre attention sur quelque chose dont nous n'avions pas connaissance jusque-là. Prenons un exemple, parce que ça peut être très confondant. Prenons un exemple. Voyez, nous sommes ici, d'après la définition que je viens de poser. Nous sommes ici. Voyez, quand je fais cours, je circule de partout, je pense aussi que ma voix porte, ce qui fait que je réunis tous les éléments pour que votre attention soit portée sur moi. Si votre attention est portée sur moi, ça veut dire que vous avez conscience de cet environnement à partir de la focalisation d'attention sur moi. Est-ce pour autant que ce dont vous n'avez pas conscience et qui n'est pas ici n'existe pas? Mais bien évidemment que chez l'Église, ça existe. Mais c'est tout simplement quoi? Qu'est-ce qui nous donne l'impression que ça n'existe pas? Eh bien, c'est tout simplement que notre attention est portée ici. À partir de là, la question se pose de savoir, mais comment faire pour que ce dont on n'a pas conscience rentre dans le champ de notre conscience? La réponse de l'Église est simple. Il faut tout simplement y porter ou bien y prêter attention. En fait, ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est tout simplement que la conscience est quelque chose d'ambivalent. Elle peut être là, tout comme elle peut ne pas être là. Je vais même dire qu'elle peut être non locale. Non locale veut dire quoi? Non locale veut dire que la conscience, elle peut être partout. Mais ce n'est pas le fait qu'elle soit partout qui fait qu'on a conscience de tous les environnements, ou bien de l'univers, comme vous voulez. Non, ce qui va faire en sorte que nous ayons conscience d'un point ou d'un autre, c'est tout simplement que nous allons orienter notre attention vers cela. Pour dire ceci, que la conscience, d'après ce que Dawkins nous explique ici, la conscience, en tant qu'elle est substance d'abord, et en tant qu'elle est faculté, fonctionne sous forme de spirale, comme ça. On va dire moins l'infini, ou degré zéro, comme vous voulez. Hein. Ça va s'agrandir, ça va s'agrandir, ça va s'agrandir, etc. Autrement dit, tant que mon attention est portée exclusivement ici, je ne peux pas percevoir ce qui est ici. Tant que mon attention est ici, je ne peux pas percevoir ce qui est ici, etc. Autrement dit, lorsqu'on envisage la possibilité d'élargissement de la conscience, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès lors qu'on parle de conscience, il s'agit tout simplement de la connaissance, que nous avons des choses, aussi bien pour nous-mêmes que pour le reste. Qu'est-ce que ça implique au juste? Eh bien, ça implique ceci, que ma capacité de connaître et de comprendre aussi est fonction de ma capacité à élargir mon champ de perception. Et là, ce que je vous dis là est extrêmement important. Et ça tranche complètement avec la société, enfin le monde, on va dire moderne, le monde moderne dans lequel nous sommes. Pourquoi? Ça, en fait, le monde moderne fonctionne à coup de volonté. Quand on dit volonté, ce n'est pas l'objet, mais je le fais rapidement. Lorsqu'il y a volonté, ça veut dire qu'il y a une nécessité d'effort. Et quand il y a effort, ça veut dire qu'il y a résistance. Je suis obligé de... Ouais, ça ne marche pas, je force, etc., etc. Lorsqu'on est dans cette perspective ici, ce qu'on fait, lorsqu'il s'agit de faire les choses, on ne peut faire les choses qu'à la condition préalable de les comprendre. Parce que notre attention s'y est portée.
En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de fonctionner sur fond de volonté, qui fonctionne à coup de... il faut foncer la porte, bah, il faut tout simplement apprendre à élargir son champ de perception pour pouvoir reconnaître les choses. Et ça, c'est une technique que je donne souvent aux élèves. Parce que les élèves me disent souvent, bah, on a l'impression que lorsque vous vous exprimez, bon, ça coule de source. Eh bien, je vais l'expliquer ceci, que en réalité, si vous regardez bien, tout est déjà manifesté, tout existe déjà. En fait, il n'y a plus rien à... Tout existe déjà. Dans cette formule « tout existe déjà », il y a des choses qui existent de façon potentielle. Alors, s'il y a un potentiel, ça veut dire que ce potentiel peut se manifester. Auquel cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque je veux, par exemple, manifester quelque chose qui demeure en état de potentialité, ben, c'est ça, j'élargis tout simplement mon champ de perception. Autrement dit, en fait, plus mon champ de perception s'élargit, plus je deviens conscient, plus mon champ de connaissance devient également de la sorte. Imaginons alors, ça c'est une expérience imaginaire. Imaginons alors quelqu'un qui a appris à élargir son champ de perception à l'infini. Que deviendrait un tel être rapidement? Pourriez-vous me répondre? Que deviendrait un tel être qui élargit sa conscience à l'infini? Dieu. Il deviendrait Dieu. Il comprendrait les choses. Bon, je ne vais pas rentrer dans les perspectives de la religion et tout ça, au sens où on dit, bon, nous sommes faits à l'image de Dieu. Bon, on peut l'envisager philosophiquement, à savoir comment si nous sommes conscience, et que cette conscience nous distingue de ce que nous sommes corporellement, par il va de soi que nous sommes Dieu, potentiellement, auquel cas, il faut le réaliser. Et le réaliser suppose quoi? Eh bien, le réaliser suppose que nous devons prendre conscience du fait que nous sommes capables de perception. Donc ça, c'est la première chose. Autrement dit, en fait, la conscience comporte des degrés. Et on peut le comprendre de façon simple. C'est-à-dire que lorsqu'on était, par exemple, en sixième, on n'a plus le même niveau de conscience que lorsqu'on est en terminale. Et on peut pousser ça jusqu'à l'infini, etc., etc. Et bien, ça peut aussi permettre de répondre à un certain nombre de questions qui renvoient, par exemple, à l'existence d'autres êtres dans d'autres planètes, etc. Donc, je ne vais pas aborder les choses de ce point de vue-là. Donc, ce que je veux dire ici, c'est quoi? C'est que, pour Leibniz, Descartes n'a pas vu que la conscience comporte, une infinité de degrés, tel que je viens de vous l'expliquer. Deux, que Descartes n'a pas vu que la conscience comprend une infinité d'états. Et cette infinité d'états et de degrés, c'est ce qu'il appelle tout simplement les perceptions conscientes ou perceptions ou petites perceptions. Autrement dit, pour dire ceci, que dans l'exemple que j'ai pris, il s'agit de vous expliquer la notion de degré de conscience. Mais il reste la notion d'état de conscience, même si les deux sont en relation. Parce que si j'ai atteint un certain degré de conscience, ce degré de conscience fait que je suis également dans un état de conscience correspondant. Revenons rapidement à la notion d'état de conscience. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais le faire par un exemple pour ne pas tenir un discours philosophique qui peut ennuyer. Prenons l'exemple suivant. Vous voyez, là je suis avec vous. J'ai pleinement ma tête, etc. Je suis pleinement conscient, si on peut dire ça comme ça, à notre niveau. Voilà que je me déplace ici, bon, je vais là-bas, et quand je vais là-bas, je prends une bouteille de whisky, je la prends, et je reviens ici, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui change. Mais qu'est-ce qui change en fait? C'est mon état de conscience qui va changer. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de choses qui se déroulent en moi par rapport aux facteurs externes que j'ai pu mettre en moi, à savoir le whisky. Mon état de conscience se module. C'est un premier exemple. Je prends aussi un autre exemple. Supposons, voilà, je pars d'ici, je prends ma voiture et quand je sors d'ici, je fais un accident. Voilà, je tombe dans le coma. Ce qui est certain, c'est que si quand les pompiers arrivent, avec les médecins et tout ça, s'il y a parmi ces pompiers un médecin d'obédience cartésienne, eh bien, son diagnostic sera lequel dans mon état? Il dira tout simplement, ah ben c'est bon, c'est fini, il est mort, vous comprenez la dangerosité de ça. Je veux dire, en fait, on peut m'enterrer vivant. Mais qu'en est-il d'un médecin d'obédience lanisien? Qu'est-ce qu'il va dire? Quel est le diagnostic qu'il va porter sur moi, moi qui suis dans le coma? Qu'est-ce qu'il va dire? Perception inconsciente. Eh bien, perception inconsciente, eh bien, ça veut dire tout simplement que, voilà, il n'est pas mort, mais sauf que sa conscience n'est plus aussi pleine qu'on le pense et est dans un autre état. Voilà, donc en fait, ce que Leibniz veut dire, c'est quoi? C'est que Descartes n'a pas vu deux choses dans sa définition de l'âme.
Descartes n'a pas vu que, puisque la conscience évolue, puisque la conscience fonctionne sous forme de spirale, bon, c'est pas le mot qu'il a utilisé, mais c'est j'utilise l'image pour que vous compreniez, c'est que Descartes n'a pas vu que la conscience comporte différents états jusqu'à l'infini. On peut alors dire qu'on peut atteindre ce qu'on appelle l'état de conscience cosmique, ou l'état de conscience christique, ou l'état de conscience spirituelle, ou l'état de conscience divine, histoire de dire. Hein, le nirvana, c'est tout à fait ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour Leibniz, Descartes n'a pas vu que les degrés de conscience sont à l'infini. Autant là, je perçois les choses jusqu'à un certain degré, autant je peux élargir mon champ de perception pour comprendre les choses à un autre degré. Du coup, ça m'amène à ceci, que, supposons, je suis là, il n'y a pas de note, etc. Bon. Supposons, on est dans les suppositions, parce que bon, restons dans les suppositions. Supposons, je sois là, je suis en train de parler avec vous, j'ai pas de note et tout ça. Pendant que je parle avec vous, ça peut vous sembler facile. Mais celui qui est dans une perspective, dans la perspective de Leibniz, il peut comprendre les choses, il peut justifier cette facilité en se disant, bien, si tout ce qu'il nous dit existe déjà quelque part en état de potentialité, il peut arriver que lui qui fait cet exposé devant vous soit tout simplement branché au sens où préalablement, il a tout simplement élargi sa spirale de perception pour tout simplement être en adéquation avec ce qui est là, et de telle sorte qu'il puisse le transmettre tout simplement sans effort. Vous voyez que dans cette logique, la volonté n'a pas de place. Bien au contraire, lorsqu'on utilise la volonté de ce point de vue-là, eh bien, la volonté va tout simplement brouiller la capacité que vous avez à pouvoir élargir votre champ de perception, votre champ de conscience, à élargir votre à conforter votre état et à élargir votre degré de conscience. Autrement dit, en fait, ici, pour finir, parce que bon, il y a pas mal de c'est on peut faire toute une année là-dessus. En fait, pour finir, il s'agit de dire ceci, à partir de Leibniz. Il s'agit de dire ceci, que, oui, Descartes définit l'homme comme pensée, ou comme conscience, et auquel cas, la pensée et la conscience sont des substances, c'est-à-dire c'est ce qui nous définit, c'est notre nature. Mais de l'autre côté, n'oublions pas le moi, parce que quand on dit moi, ça veut dire qu'il y a le reste. Sujet, objet, le reste. N'oublions pas que cette pensée-là, d'après cette scission objet, va être commuée en ce qu'on va appeler la faculté. Autant je suis pensée, autant je suis conscience, autant cette conscience, cette pensée est aussi une faculté. J'ai la faculté de penser, j'ai la faculté d'être conscient de moi-même et d'être conscient du reste. Cette double faculté explique pourquoi l'être humain est capable de réflexion. Mais sauf que, quand je vous le dis, je vais tout simplement dire par là, et je vais terminer par ça, à savoir que il y a un niveau, il y a un degré, il y a même un état qui implique la réflexion. Il y a aussi, si on envisage la possibilité cartésienne de la conscience à l'infini, il y a d'autres états qui ne nécessitent pas le déploiement de la raison, le déploiement de notre intellect, le déploiement de la pensée en tant que faculté. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, la conscience étant non locale, eh bien ça veut dire que la conscience peut appréhender les choses, mais pourvu d'être suffisamment attentif. Je vous remercie. Bon. Traditionnelle question. Oui. Moi, je ne comprends pas en quoi la volonté se pose d'élargir sa conscience. Entre deux choses dont vous venez de parler, volonté et conscience, au milieu, il y a ce qu'on va appeler l'attention. Maintenant, il faut comprendre ceci, que les mots ont un sens. Vous voyez, je suis là. Est-ce que je donne l'impression de fournir l'effort quand je vous regarde?
Je ne fournis pas d'effort quand je vous regarde. Et je ne fournis pas d'effort non plus quand je vous regarde. Je ne fournis même pas d'effort quand je me déplace. Regardez ce que je vais faire. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous remarquez dans mon expression? Vous forcez votre regard. Bien, quel est le mot pour qualifier ça? Qui s'assimile souvent à l'attention. Concentré. Je me concentre. Vraiment, pour faire simple, on fait un effort quand il y a une résistance. Et en tant que tel, on va se concentrer. Et pourquoi ça me résiste? Il faut que je... Voilà. Alors que dans l'attention, on reste conscient d'abord de soi-même, on reste conscient de la difficulté qui est là, et on s'ouvre de façon à ce que on ne cherche pas des solutions, mais que les solutions, en fait, viennent à nous. Mais pour répondre précisément à votre question, parce qu'en fait, préalablement, ce que je vais montrer, c'est la différence qu'il y a entre attention et concentration. D'un côté, la concentration va mobiliser l'effort, or, dans tout effort, il y a la volonté. Il faut maintenant interroger la notion de volonté. Faisons-le simplement. La volonté peut s'entendre comme cette énergie qui nous permet d'exécuter un désir qu'on a préalablement. En ce sens, la volonté peut être vue comme une espèce de détermination. J'ai la détermination à faire quelque chose pour parvenir à un résultat. Ce qui veut dire que je reste focus là-dessus, je reste concentré là-dessus. Or, si on parle d'effort ici, eh bien, ça veut dire que, puisqu'il y a quelque chose qui me tient tête, il y a quelque chose qui me résiste, eh bien, je vais augmenter le champ de mon énergie pour pouvoir le faire. C'est la raison pour laquelle, parce que lorsqu'on dit volonté, ça veut dire que préalablement, on va utiliser notre faculté rationnelle. Or, lorsqu'on fait les arts martiaux, la première chose qu'on nous dit, c'est quoi? C'est que si vous avez une adversité, au lieu d'affronter l'adversité en tant que telle à coups de marteau, etc., bah, il faut tout simplement utiliser cette adversité-là pour pouvoir la dompter, si tant est qu'on puisse parler du fait de dompter en réalité. En fait, bref, dans la volonté, il y a d'autant plus l'effort que je veux absolument parvenir à un résultat. Pourquoi? Parce que je me dis que ce résultat n'existe pas, il faudra que je le crée. Dans la volonté, on crée. Or, dans l'autre perspective, on part tout simplement du fait que tout est déjà là. La seule chose que j'ai à faire, c'est tout simplement trouver un mécanisme, en l'occurrence le mécanisme d'élargissement de la conscience, qui va faire en sorte que je sois directement en rapport avec ce qui existe pour que je puisse le manifester, pour que je puisse le créer. Parce qu'en fait, c'est quoi créer? C'est quoi manifester? Ben, manifester, c'est tout simplement actualiser ce qui existe déjà en état de potentialité. Et pour cela, il suffit tout simplement d'être attentif. Oui. Autrement dit, d'un côté, nous avons la volonté, et la volonté va toujours de pair avec la raison, ce qu'on appelle l'intellect, avec toute démarche que cela implique, alors que de l'autre côté, l'attention abolit cette scission sujet-objet dont on a parlé. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on fait tout simplement corps avec la réalité, en prenant soin tout simplement de manifester ce qui va dans le sens de ce que nous voulons, de manière simple. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. S'il persiste des choses, vous pouvez reformuler la question là, pour clarifier les choses. Hein. Pas pour le moment. Bon. Finalement, ça veut dire que tout est là, et qu'il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit, si ce n'est d'être attentif de manière à ce que les choses s'agencent. Mais il n'y a plus de volonté, il n'y a plus d'agir dans ce que vous dites. Oui, là je marche. Et quand je marche comme ça, est-ce que la volonté est impliquée en fait? Parce que quand je marche, c'est une action. Je marche pour aller vers vous. C'est une action qui a un objectif. Mais est-ce que dans cette action, je mobilise la volonté? Autrement dit, en fait, non, je ne mobilise pas la volonté.
C'est pas la volonté, ça. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que dans votre question, vous faites une confusion entre l'action et la volonté. Or, dans ce que je vous dis, c'est qu'il peut y avoir un rapport étroit. D'ailleurs, c'est ça le cas de façon ordinaire. Il y a une relation entre l'action. Pourquoi? Entre l'action et la volonté. Pourquoi? Eh bien, parce que toute action est intentionnelle. C'est pour ça qu'il faut faire la différence entre action et simple mouvement. Or, l'action est la prérogative de l'être humain. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, l'être humain est un être conscient et en tant que tel, il est capable de se projeter. Donc, si je me projette, c'est quoi? C'est que j'ai envie d'atteindre un objectif. Je veux réaliser un certain désir. Or, entre le désir et la réalisation, au milieu, nous avons l'action. Et ce qui précède l'action, c'est quoi? C'est la détermination. Qu'est-ce qui précède la détermination? Eh bien, c'est tout simplement la volonté. Autrement dit, au départ, nous avons l'intention qui manifeste un désir qui va impliquer la dimension de projet, parce que je vise quelque chose. Or, tout projet est appelé à être réalisé, et cette réalisation va impliquer quoi? Va mobiliser quoi? Va mobiliser l'action. Et pour que je commette l'action du point de vue ordinaire, je me dis, j'ai tel désir, je prends la décision, je me donne la détermination de faire ça. Or, cette détermination constitue la volonté. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi? C'est que puisque tout existe déjà, on n'a pas besoin de faire toute cette démarche. Et lorsqu'on élargit le champ de perception, ce que nous sommes en tant qu'individu, en tant que singularité, est en même temps une universalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on se détourne de la démarche que je viens de décrire ici, il y a que ma singularité va être en adéquation avec l'universalité, de telle sorte que lorsque je suis dans une optique de réaliser mon projet, en fait, bref, les portes vont s'ouvrir à moi et la seule chose que j'ai à faire, c'est de saisir l'occasion de rentrer dans la porte qui s'ouvre. En fait, ce que je veux montrer ici, c'est quoi? C'est que l'élargissement de la conscience par la capacité de déployer notre attention de façon calme revient tout simplement à composer avec l'univers. Pourquoi? Eh bien parce que, en tant que singularité, nous sommes un microcosme dans le macrocosme. En fait, l'astuce, c'est de mettre en adéquation les deux. Dès lors qu'on a fait ça, je pense que les choses deviennent simples, sans qu'on ait besoin de forcer les choses. Autrement dit, l'action se fait dans l'inaction, et vice-versa. C'est une formule un peu ambiguë. Il subsiste la liberté. Comment? Il subsiste la liberté. Rien de tout ça ne peut se faire sans la liberté. La liberté est le point central. Pourquoi? Parce que dans ce que nous ne sommes pas la mobilité. Nous sommes la mobilité par essence. Pourquoi? Parce que la conscience, en réalité, est fluctuante. Elle ne peut pas rester comme ça. Elle est toujours fluctuante de façon à ce qu'elle fasse comme ça. Etc. Etc. La preuve, c'est que nous naissons, petit bébé, on commence à grandir, on commence à dire je, etc. On est en 6e, on est en terminale, et puis on arrive à l'université, notre champ de perception s'élargit. Mais si on envisage qu'au-delà même de la mort, la conscience continue de vivre, vous comprenez ce que ça peut donner du point de vue logique. Je ne dis pas que c'est vrai. Du point de vue logique, on comprend que dès lors que, je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça, j'espère que vous allez comprendre, dès lors que on transcende, voilà, c'est le mot que je cherchais. Dès lors qu'on transcende cette limite, c'est parce que c'est une limite. Pourquoi? Parce que c'est de la physicalité. Tout ce qui est physique est limité. Dès lors qu'on transcende ça, eh bien, ça veut dire qu'on sort du champ de l'espace-temps qui nous limite pour tout simplement pleinement intégrer le champ de l'infini. Or, dans le champ de l'infini, c'est la liberté, c'est la loi de la liberté qui prévaut. Il ne peut y avoir d'infini sans liberté. Ce n'est pas possible. Autrement dit, en fait, l'absence de liberté est fonction du degré de conscience auquel on est parvenu. Si notre degré de conscience n'intègre pas cette dimension de nous-mêmes qui est universelle, on verra que nous sommes limités. Et d'ailleurs, ça peut nous couper un certain nombre de problèmes auxquels nous sommes confrontés dans la société. On peut se dire, bon, par rapport au Covid, on est limité, etc. Bon, il y a maintenant la guerre en Ukraine, etc. et tout ça. Mais en fait, celui qui a saisi la substance même de l'être, qui est à la fois
moi, en un moi singulier et un moi universel, comprend qu'il y a la réalité matérielle qui se déroule de la sorte. Je suis plutôt dans une autre réalité. Pourquoi? Parce que je me mets dans un état en fonction du niveau d'élargissement de ma conscience. Autrement dit, nous sommes ici. Vous pensez que nous sommes ici et nous sommes dans la même réalité. Je vous le garantis, il n'en est rien du tout. C'est faux, hein. Alors, je vais oser. Est-ce pour cela qu'on dit que nous sommes le jardin et non la fleur? On peut le dire comme ça, C'est ça, hein? de manière simple. Ah, merci. Mais on a été. Tu parlais de bébé. Oui. Et notre singularité a été parasitée par tous nos conditionnements dès la naissance. Évidemment. Donc pour la retrouver, cette singularité, c'est pas facile. C'est pas facile, et c'est Parce pas que impossible. Non, je suis convaincue. Mais c'est quand tous les conditionnements qu'on a dès la naissance, Oui. des tu dois, il faut, je, ceci, toutes les injonctions qu'on nous met, Oui. la singularité perd de son elle s'étiole, en fait elle disparaît sous cet amoncellement d'injonctions. Tout à fait. Bien. Faisons la part des choses. Lorsque nous venons au monde, nous sommes nous-mêmes. Fondamentalement. Et lorsqu'on arrive dans le monde, on trouve un monde avec ses règles, ses interdits, toutes ses valeurs, etc. Ce sont ces valeurs qui forgent ce que nous sommes. Alors, pour donner une formule d'un philosophe qu'on appelle Sartre qui nous dit ceci, qu'on ne naît pas homme, on le devient, mais on le devient par quoi? Par le système des valeurs que nous trouvons et que l'on nous transmet. Mais qu'est-ce que ce système de valeurs fait sur nous? Eh bien, ce système de valeurs transforme notre moi originaire en ce qu'on appelle l'ego. C'est ça l'ego. Ce que vous avez pointé, c'est l'ego. Or, l'ego, c'est la limite. L'ego, c'est le petit moi. C'est le moi qui ne comprend pas encore qu'il est en lui-même fondamentalement une universalité, et en tant que tel, il doit pouvoir se déployer pour enlever cet ego. Mais la question est de savoir, en plus des conditionnements sociaux, quel autre paramètre qui rentre dans le champ de formation de la personnalité, autrement dit, de l'ego. On peut se poser cette question. Eh bien, je vous donne la réponse rapidement. Eh bien, c'est la raison, contrairement à ce que vous pensez. Bon, ça peut être l'objet d'un autre chapitre. Enfin, quand je dis la raison, c'est ce qu'on appelle le mental. Vous le voyez partout. Bon, le mental, c'est le problème, en fait, c'est ça. Bon, ça fera l'objet d'une autre fois. Et ce moi, en fait, il évolue. Lequel? Le mien, le moi, il a évolué. Quand vous dites votre moi, est-ce qu'il s'agit du moi égo ou du moi fondamental? Il va de soi que le moi fondamental, non, il va de soi que le moi égo, il évolue. C'est-à-dire que il est arrivé, quand vous étiez jeune, papa et maman vous ont dit, bon, il ne faut pas faire ça, etc., etc. Et puis vous arrivez à un certain stade où vous vous dites, bon, ben, ce que papa et maman m'ont dit là, moi je ne trouve pas ça très... vous pouvez changer en fait, jusqu'à maintenant. Ce que vous aviez pensé quand vous étiez à un certain âge, ce n'est plus la même chose en fait. Mais il n'en demeure pas moins que c'est toujours le moi limité, le moi de l'ego, le moi social, etc. Mais au-delà ou dans ce moi social, il y a véritablement le moi singulier qui est en même temps universel. À ce moment-là, bon, disons les choses clairement, il s'agit tout simplement d'un moi mystique. Alors, je prononce le mot, hein, j'ose le faire. Est-ce que ça peut s'appeler l'âme? C'est tout à fait ça, de manière simple. En fait, pour dire ceci, que l'âme, c'est quoi l'âme? L'âme, c'est tout simplement ce qu'on appelle une unité de conscience. C'est la somme de toutes les consciences, de la totalité des consciences que l'on peut imaginer. Mais totalité de conscience qui est individuée. Autrement dit, il y a une conscience universelle et l'âme est une portion de cette conscience. Si tel est le cas, eh bien, ça veut dire que l'âme a les mêmes qualités, les mêmes attributs que la conscience universelle en elle-même. En fait, la question est de savoir
Par quel moyen peut-on réaliser cette appartenance à cette conscience universelle en tant que nous sommes un moi singulier, c'est-à-dire l'âme qui est une portion de cette conscience universelle. C'est ça la véritable question. Oui. J'ai une question dans la philosophie actuelle, parce que là j'ai l'impression qu'on a fait un grand écart magnifique d'ailleurs, Bien sûr. de Descartes. Leibniz, c'est wouhou. Tout à fait. Ouais. Et donc, dans l'histoire de la philosophie, où en est-on maintenant de cette conscience de la conscience? Bon. C'est pour ça que ce que je fais ici est très important. C'est-à-dire que quand on fait cours dans un cadre, on va dire, académique, les choses sont extrêmement carrées. Mais en fait, les choses sont carrées par qui? Par ceux qui fonctionnent avec des paramètres qui sont définis d'avance. Autrement dit, en fait, quels sont ces paramètres? Ces paramètres sont que la philosophie au sens académique, en fait, faire preuve de philosophie au sens académique, c'est tout simplement de dire que je connais Descartes et tout ça. Et je ne peux faire une réflexion qu'à la condition de manipuler ce que j'ai lu dans tel ou tel bouquin. Et moi, j'arrive dans ce que nous sommes ici pour vous dire ceci. Cela est vrai à un certain niveau. C'est de la théorie. Mais je vais dire ça, c'est une formule choc. Ah ben, je suis capable d'assumer en tout cas. Pour vous dire ceci, que celui qui ne pratique pas la méditation ne peut pas comprendre Descartes. Cette personne peut avoir 1000 diplômes en philosophie, 1000 doctorats en philo. S'il ne pratique pas la méditation et qu'il se dit spécialiste de Descartes, il ne peut pas comprendre Descartes. Bref, ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que dans la philosophie actuelle, il y a des gens qui ont une lecture, comment dire ça, une lecture classique. Mais lorsqu'on lit Descartes, à partir de la perspective que je viens de vous indiquer ici, ben vous comprenez que lorsque Descartes dit la conscience est absolument est absolue, mais vital, c'est un degré d'éveil absolu à l'infini, ben c'est tout simplement ce que Descartes nous dit. Ce que Descartes veut dire par là, c'est quoi? C'est que en tant que je suis conscience ou pensée, ou les deux en même temps, c'est qui est du reste le cas, ben cela veut tout simplement dire que en moi, dans mon moi, dans ce que je suis, pas le moi en tant qu'ego, dans ce que je suis, il y a de la clarté. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on lit les méditations cartésiennes, en fait, c'est ce qui apparaît. C'est-à-dire que lorsqu'on fait lorsqu'on pratique le doute méthodique, il appelle ça le doute méthodique, en fait, c'est un exercice spirituel qu'il donne. Il dit ceci, première phase, il faudra que j'isole l'essence. Si j'isole l'essence, je vais isoler quoi? Je vais isoler tout ce qui m'entoure. Mais si j'isole ce qui m'entoure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me tourne vers l'intérieur. Mais quand je me tourne vers l'intérieur, mais c'est vers quoi? Mais c'est vers ce qu'il appelle le cogito. Mais ce cogito, c'est quoi? Mais c'est ce moi universel en réalité. Or, ce qu'il dit précisément de ce moi universel, c'est que ce moi universel est un moi absolument éveillé. Autrement dit, cela dépend de quel cri de lecture on va pratiquer ici. Bon, il y a des enseignants qui peuvent prendre la liberté de le faire. Bon, bien évidemment, dans le cadre du cours en classe, je vais leur expliquer de façon philosophique, mais sans leur dire qu'il s'agit en réalité de ça. Mais là, ici, je peux m'autoriser à dire ça. Pour dire ceci, que dans la philosophie, au sens où on l'enseigne, ce paramètre-là n'est pas abordé, en tout cas ouvertement. Pour autant que c'est dans les auteurs de philosophie tels que Descartes, tels que Hegel, tels que Leibniz, tels que Socrate, tels que Platon, etc., etc. Voilà. C'est ce que je peux apporter là-dessus. Descartes, Platon, les Socrates, ce sont des philosophes mystiques. Mais comme c'est un gros mot dans le contexte, il ne faut pas prononcer ce genre de mots, sinon ça fait mal. En fait, c'est des philosophes spiritualistes ou mystiques. Votre vision est assez proche des hindouistes, avec la méditation, l'abandon de l'ego. La méditation est une démarche universelle. On ne peut pas faire la méditation sans parvenir à ce que je dis. Autrement dit, en fait, quelle que soit votre culture, à partir du moment où vous pratiquez la méditation, vous accédez à l'universalité. Quand on dit universalité, ça veut dire qu'il n'y a pas de particularisme. En fait, vous abolissez les particularismes pour saisir l'essence même des choses. D'ailleurs, à ce propos, il faut comprendre que lorsqu'on est dans le cadre de la philosophie de Platon, quand Platon parle de la théoria, c'est-à-dire
cette capacité que nous avons à aller contempler les idées, c'est tout simplement ce qu'on va appeler la méditation. Hein. Sauf que cette méditation est remplacée par le mot réflexion ou la théorie. La théorie, ça veut dire que je m'élève en laissant de côté mon appareillage physique pour y aller en tant qu'âme, contempler les idées avec lesquelles je partage la même nature, en fait. Donc, qu'on soit hindouiste, etc. Encore une fois, ça revient à ce que je dis, c'est-à-dire que ça dépend de la grille de lecture qu'on a. Or, précisément, ce qu'on apprend en classe, c'est ce qu'on appelle la philosophie occidentale. Or, la philosophie occidentale a un paradigme. C'est le paradigme de la raison, c'est le paradigme de l'intellect, c'est le paradigme de la pensée. Or, ce paradigme fonctionne sur la base de ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir, dès lors qu'il y a un sujet, il y a nécessairement un objet. Autrement dit, c'est une philosophie qui a du mal dans sa démarche à envisager le caractère universel des choses, ou ce qu'on va, comment on appelle ça, il y a un mot qui résume ça, qui implique l'harmonie. J'oublie le mot, je reviendrai probablement là-dessus. Hein. Vous voyez, en fait, c'est la difficulté à laquelle je suis confronté. Bon, je prends certaines libertés quand je suis avec vous, c'est-à-dire que autant je m'inscris dans la philosophie occidentale, autant j'ai aussi d'autres. D'ailleurs, c'est ce que vous percevez, hein, quand vous avez dit, bon, je fais. Oui, souvent quand je fais des interventions, je dis, j'aborde ici des choses de façon rationnelle, mais il va arriver qu'on sera confronté à une limite, et auquel cas, je vais tirer dans un tiroir qui me permettra de dépasser cette limite-là. En fait, c'est ce que je fais, en réalité. Or, si on a en face de soi quelqu'un qui a une lecture absolument classique, bah, il sera bloqué. Bon, il va trouver des formules pour montrer aux gens qui ne sont pas philosophes que bon, ils maîtrisent les choses, alors que s'il y a une personne avertie, la personne avertie saura que bon, là, il commence à raconter ce qu'on peut appeler en fait des bobards. On est entre nous. Philosophe démasqué. Oui. Je vais dire comme ça. Il y a une complexité, une complexité supplémentaire quand même, c'est que quand on distingue l'ego, oui, avec tout ce qu'il a subi, tout ce que le moi a subi pour en arriver là, le moi fondamental aurait subi pour en arriver là, on ne parle que de ce qu'il a subi sur le plan social, moral, mais enfin, moi, il me semble que l'ego, le moi avec lequel on est finalement contraint de fonctionner quand même, il y a aussi des déterminismes qui sont biologiques, qui ne sont pas seulement sociologiques, familiaux, etc. Tout à fait. Et je trouve que ça n'empêche pas d'en venir à une conception de l'universalité, mais ça demande encore, il me semble moi que ça demande encore un chemin supplémentaire pour intégrer la matérialité finalement de ce déterminisme biologique dans l'universel. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire, on ne peut pas nier le fait que nous ayons un corps. On ne peut pas le nier. Bon, maintenant, la difficulté, c'est que soit on se définit comme corps, et auquel cas on dira qu'on a une conscience ou bien qu'on a une âme. De ce point de vue-là, on a un point de vue en fait matérialiste, avec tout ce que ça peut générer. Ou alors on va se dire, on est pensée ou conscience, mais nous avons un corps. Mais en fait, bon bref, dans un cas comme dans un autre, le corps est là. Il faut bien composer avec, parce que si je suis une âme, comme elle a dit, ou conscience, bah, il faut bien que cette conscience soit vêtue d'un corps. Auquel cas, puisque je suis ici, il faut que je compose avec ça. La difficulté, c'est quoi? La difficulté, c'est que je suis quel ordre, en fait? Est-ce que c'est l'ordre des déterminismes? Auquel cas, il s'agit des déterminismes naturels, matérialistes, non, matériels, autant pour moi, ou je suis l'ordre de ce que je suis en tant qu'âme? C'est ça la difficulté. C'est autrement dit, en fait, et c'est là tout le problème. C'est-à-dire que le corps a ses nécessités. Alors, s'il y a nécessité, ça veut dire que je dois absolument satisfaire un certain nombre de besoins, sinon je meurs, on va dire ça comme ça. Maintenant, la société va fonctionner de quelle manière? La société va fonctionner de telle sorte à garantir cette possibilité de bonheur. Pourquoi? Parce que, étant donné que nous sommes dans un corps, ou que nous sommes le corps, quelle que soit la définition qu'on donne ici, ben, il faut bien qu'on vive ici.
Or, précisément, ce que l'environnement dans lequel nous sommes, la société, etc., va faire, c'est tout simplement de mettre en place un certain nombre de mécanismes qui vont faire en sorte qu'on parvienne à ce bonheur. La question est de savoir, est-ce que c'est véritablement le cas? Est-ce qu'on peut véritablement parvenir au bonheur en satisfaisant, je ne sais pas si ça se dit, hein, nos besoins sensibles? Je ne réponds pas à cette question, c'est tout simplement que je la soulève. C'est la raison pour laquelle, par exemple, on nous dit ceci que, bon, c'est une lecture simplifiée, hein, on nous dit ceci que, puisque notre corps fait partie de notre animalité, avec ce que ça comporte, parce que si on dit animalité d'un côté, on va aussi dire de l'autre côté, qu'est-ce qu'on va dire de l'autre côté? Si on dit d'un côté animalité, qu'est-ce qu'on dira de l'autre côté? Oui, c'est la spiritualité. Bon, sauf que bon, pour celui qui n'est pas spirituel, il ne va pas dire les choses comme ça, il dira plutôt autre chose, pour revenir à ce qu'on a dit hein, par rapport à la philo. Mais on dira tout simplement, c'est pas la conscience, on dira notre humanité. Animalité, humanité. Il y a déjà une partie prise. Parce que si on dit animalité, en fait, ça veut dire quoi? Si on se reconnaît comme étant humain, ben, ça veut tout simplement dire que ce qui relève de l'animal est quelque chose de mauvais. En fait, ramenons ça à nous-mêmes. On dit nous sommes des humains, en fait. Notre humanité, avec sa charge morale. Donc, du coup, s'il y a que nous sommes des humains et qu'en même temps, nous avons cette part d'animalité en nous, sachant que cette part d'animalité est quelque chose de mauvais, qu'est-ce qu'on va faire? Mais on va tout faire pour tuer ça. On va tout faire pour tempérer ses ardeurs. Pourquoi? Parce que l'humain doit prendre le dessus sur notre animalité. Donc, la difficulté ici, c'est en fait comment articuler les deux. La réponse que je peux apporter, c'est tout simplement qu'il faut infuser notre animalité avec les valeurs de notre humanité. C'est la réponse que je donne de façon, même si on peut s'étendre là-dessus. Hein. Autrement dit, en fait, il ne s'agit pas de condamner notre nature sensible, il s'agit de composer avec elle en veillant à ce qu'elle ne prenne véritablement pas le dessus, parce que c'est à cette condition que toute la mécanique que la société met en place pour forger l'ego intervient. C'est juste ce que je dis ici. Bien, je crois que vous n'avez plus de questions. Eh bien, je vous remercie infiniment. Ah, on peut aussi l'assumer. Non, pas du tout. Il faut composer avec.